Donc, bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Coach Live, donc en direct sur les pages Facebook Coach Adjoint. Pour ce soir, donc, nous sommes à la 4e émission, donc avec toujours l'équipe de Coach Live qui est ici dispo. Il y a le coach Sébastien Cuvier. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Le coach Manu Abreu. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Et le coach donc Imed Amar. Bonjour Imed. Bonjour à tous. Et donc, nous accueillons notre invité prestige, donc, qui est notre coach mental pour ce soir. C'est le coach Denis Troche. Bonjour Denis. Bonjour à vous tous. Donc, merci à tous les téléspectateurs d'être présents. Donc, encore une fois, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, là, on va démarrer par vous d'abord. N'hésitez pas donc à communiquer en commentaire d'où vous écrivez. Comme ça, on saura d'où vous venez. On va faire ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on prendra des questions dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser des questions. Entre les coachs qui sont là, Seb, Manu et Imed, on va regarder les différentes questions. Et donc, on les passera à Denis qui pourra répondre à certaines. Donc, il faut qu'elle colle bien sûr au sujet. Hein. Et donc, voilà. Donc, le sujet pour ce soir de l'émission, c'était lié avec le coach Marvin Essor, qui est donc entraîneur des 14 à Arcachon. Il a fait un truc aux jeunes qui est super sympa. C'était des interviews avec des joueurs qui jouaient pour la plupart donc en Liga, en Première Ligue ou en Ligue 1. Et donc, ce sont des joueurs qui sont passés par différents niveaux et la plupart par l'équipe de France, notamment chez les jeunes. Et donc, on s'est aperçu, donc les enfants de 14 ans étaient bien contents de leur écrire et les joueurs étaient super contents de leur répondre et de leur expliquer comment ça se passait dans le milieu pro. Et il est revenu souvent dans les discussions, et c'est ce que j'ai noté, un côté lié à la partie, la gestion des émotions, le stress, le mental, parce que les joueurs sont tous formés comme tout le monde dans les petits clubs, et puis ils évoluent au fur et à mesure des années. Et puis ils se retrouvent un jour, s'ils passent en pro, à jouer devant des spectateurs, avec des stades de plus en plus garnis. On voit bien, ça peut aller de 15 000 à 100 000 sur des gros complexes. Et bien sûr, les téléspectateurs qui regardent les matchs à la télé, la pression du match, tout le contexte environnant au niveau du match. Et je me suis posé la question si ce n'était pas un critère à prendre en compte chez les jeunes, déjà dès le plus jeune âge, pour savoir s'il n'y avait pas une gestion à faire avec eux, peut-être à faire attention à certaines choses et peut-être à cerner déjà des joueurs qui sont avec des petites difficultés de gestion des émotions ou stress. Et peut-être sur la durée, les gens qui gravitent autour de ces gamins ou de ces jeunes qui évoluent, peut-être qu'il y a un travail à faire. Et puis après, deuxième question, c'était est-ce qu'à partir d'un certain niveau, des joueurs qui vont être de niveau équivalent, est-ce que ce n'est pas un critère qui est pris en compte peut-être pour prendre le meilleur joueur qui va réussir peut-être à gérer cette partie émotion et stress. Donc voilà donc l'idée du sujet de ce soir. Et donc on a donc Denis qui est là et qui va déjà se présenter et puis qui va, même s'il est très connu, qui va se présenter puis expliquer son parcours et justement ce qu'il fait en ce moment. Tout le monde le voit dans les médias, aller aider soit des sports individuels ou collectifs, apporter une plus-value. Et donc voilà, Denis, à toi, on te donne la parole et on va t'écouter. Oh là, j'ai une grande responsabilité. Oui. Donc, juste Manu, rappelle-moi qu'on a joué devant 40 000 spectateurs quand on avait 15 ans ou 16 ans. Exactement. Et oui, mais c'est vrai. Et au Parc des Princes. Exactement. Donc, oui, donc je m'appelle Denis Troche, je suis né au siècle dernier, donc je précise parce que maintenant il y a des jeunes coachs qui sont milléniums. Donc, je suis né en 1959. J'ai débuté, donc j'étais joueur plutôt gamin dans les quartiers. J'aimais bien les quartiers. J'ai vécu dans les quartiers. Et ensuite, je suis arrivé au Red Star dans un club professionnel à l'âge de 14 ans. Pour en sortir à 18 ans. J'ai signé ensuite au Paris Saint-Germain, puis dans d'autres clubs, et notamment le Matra Racing, le Paris Football Club. Et je me suis blessé et je suis devenu donc entraîneur pendant 23 ans. Entraîneur pendant 23 ans dans le club de Ligue 1, de Ligue 2, au Paris Saint-Germain 2 fois, au Havre, à Amiens, à Laval, à Troyes, à Niort. Voilà, donc les différents clubs. Et il y a déjà comme j'avais arrêté les études à 17 ans, je me suis dit qu'il fallait peut-être les reprendre. J'ai réussi à passer mes diplômes d'entraîneur. J'étais même le plus jeune entraîneur BEPF à l'époque.
quand je m'entraînais. Donc, j'étais titré au Paris Saint-Germain. J'étais l'entraîneur en titre au Paris Saint-Germain dans les années 90. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait toujours manqué plein de choses tout au long de ma jeunesse. Et notamment, on m'avait jamais appris à prendre des décisions, on m'a jamais appris à avoir confiance en moi, jamais appris à avoir une bonne estime de moi-même, on m'a pas appris non plus à me sublimer ou à me surpasser dans les événements. Donc, toutes ces choses-là, ça m'a toujours interpellé. Et j'ai donc repris les études à 40 ans. Donc, j'ai refait 6 années d'université où je suis allé 2 années à Dijon, à Dijon, à Limoges et à Aix, donc pour apprendre le coaching, l'accompagnement des personnes, des équipes et des organisations, mais 2 ans aussi de préparation mentale à Dijon et 2 années de management à Limoges. Et j'ai refait tout ça pendant ma carrière d'entraîneur en parallèle, ça s'est pas trop su et tant mieux. Et pour sortir du football il y a une dizaine d'années, et je me suis dit, je ne vais pas faire ma vie, je m'étais toujours dit, je ne finirais pas ma vie dans le football parce que je ne voulais pas raconter mes histoires d'antan au coin je sais pas, accoudé à un comptoir ou n'importe quoi. Je ne me voyais pas comme ça. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai décidé, il y a 11 ans maintenant, de sortir du football pour faire autre chose. Et la chose, c'était justement pour accompagner les gens avec des outils ou des techniques que j'avais pu accumuler tout au long de ma vie pour pouvoir aider les autres. Et comment faire pour accumuler ces choses-là? C'est que je me suis rendu compte que je ne lisais pas, mais par contre, tous les jours, sans exception, j'écrivais des dizaines de pages sur des blocs-notes, sur des cahiers, sur des nappes en papier, et j'ai gardé ça pendant 30 ans. Et j'ai ressorti toutes ces notes il y a une dizaine d'années, 12 ans exactement, et je les ai surlignées pour savoir qu'est-ce qui pouvait me servir aujourd'hui. Les notes, c'était du genre régler des problématiques conflictuelles, c'était pourquoi lui il a réussi et pas moi, pourquoi je vois qu'il se passe des choses ailleurs et pas chez moi, pour quelle raison j'ai réussi. Toutes ces questions un petit peu particulières, je me les suis posées, je les ai notées et je les ai reprises pour les surligner et y mettre dessus des solutions. Et les solutions venaient de l'analyse transactionnelle, de la systémique, de la PNL, de la Gestalt et toutes ces techniques, tous ces outils, toutes ces théories m'ont aidé à décortiquer toutes ces notes. Pour autant, il en restait au moins 50% après les avoir surlignées, celles que j'avais résolues, et 50%. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il y a quand même près de 50% des notes qui n'ont pas pour moi, alors bien sûr qu'il y a des outils qui existaient, mais qui pour moi n'étaient pas cohérentes, et c'était tout simplement, il y avait un outil qui pouvait nous aider tous, et moi en l'occurrence, sur toutes ces notes-là, pour résoudre ça, c'était le bon sens. Et je me suis arrêté sur la théorisation du bon sens. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé, j'ai écrit sur ce qu'était le bon sens pour moi, pour vous, pour nous, pour eux, pour tout le monde, une équipe, une organisation, un club, une société. Et voilà, et j'ai travaillé là-dessus. Et depuis maintenant, j'accompagne les gens avec cet outil qui est le concept. Le concept est autour du coaching, de la préparation mentale et du management, mais aussi cet outil, c'est principalement le bon sens. Comment ramener les choses à sa simple origine. C'est-à-dire, avant d'aller voir ce qui est en crise, allons voir ce qui a marché bien précédemment. Donc, je vais systématiquement, dans les accompagnements, aller rechercher les choses positives et tout ce qui est simple et le plus simple pour le commun des mortels et qui ne soit pas obligé de se prendre la tête pour pouvoir, qu'ils ne prennent pas du temps à réfléchir alors que la réponse, il a certainement lui. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, je fais ça depuis 10 ans. J'accompagne dans les entreprises, oui, dans tous les sports possibles et inimaginables. Ça va du joueur de poker professionnel en passant par le petit rat de l'opéra, mais en passant aussi par des grands clubs européens ou de football, mais aussi dans le basket, les handball. Voilà. Avec des choses les plus simples possibles que chacun à nous a en soi. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de lire 150 000 bouquins, on n'est pas obligé de s'informer sans arrêt et de lever le doigt pour aller chercher la réponse ailleurs. On peut l'avoir en nous. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi, savoir comment on est constitué. Voilà. Je suis un peu long, je suis désolé. J'ai déjà une petite question qui est par rapport à justement ce que tu dis, les interventions que tu fais, que ce soit dans des sports collectifs ou individuels, parce que là, on va rester dans le milieu sportif, même s'il y a un parallèle avec le milieu entreprise, on est d'accord? Oui. Est-ce que lorsqu'on demande tes services, est-ce que c'est tout le temps lié à quelque chose qui ne va pas? Est-ce que les gens te font venir parce qu'il y a un problème à régler ou ça ne va pas? Ou est-ce qu'ils te font venir
Alors, c'est une très bonne question. Au tout début, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais ça, oui, effectivement, au début ou encore aujourd'hui, bien sûr, on me demande lorsque ça ne va pas. Parce Oui, qu'on a tout tenté. Il est logique qu'avant d'aller chercher, avant d'aller frapper à la porte du voisin, on va essayer de régler ces problèmes entre nous. Pour autant, ça arrive à certains moments où c'est le plus gérable possible. Et là, on fait appel à une personne comme moi, par exemple, qui va oui, intervenir. une personne extérieure, quoi. Une personne extérieure, c'est ce qui se passe, par exemple, lorsque j'arrive dans des clubs où il reste 4 matchs à jouer et il faut à tout prix se maintenir, ou alors jouer une Coupe européenne, ou Ouais. faire la Champions League. Donc ça, c'est des opérations qui sont ponctuelles, qui vont durer 3-4 matchs, ou un mois ou deux. Mais ça peut être aussi dans une saison, une période un petit peu où ça ne va pas très bien, plutôt que de changer l'entraîneur, on dit bah, tiens, pourquoi pas demander à Denis Troche de venir, ça coûtera moins cher et ça peut aussi aider le staff qui est en place. Donc, je l'ai fait sur des périodes de 2 mois. J'ai fait aussi, et maintenant, je fais beaucoup plus, tous les ans. J'accompagne au moins un club de Ligue 1 et un club de Ligue 2, voire de National, sur la durée. C'est-à-dire sur l'ensemble, sur la totalité de l'année. J'y suis pas en permanence parce que pour moi, c'est impossible que la personne qui accompagne mentalement le club, les équipes, les joueurs et le staff soit partie intégrante. Parce que sinon, j'aurais un enjeu tel que on pourrait me mettre une pression et je devrais systématiquement rendre des comptes, alors que la force et la puissance des actions que je peux mener, ce sont des actions qui sont confidentielles. Je vais avoir un travail collectif avec le staff, avec les dirigeants, avec les joueurs, mais aussi dans un premier temps avec tout le monde en même temps, pour que tout le monde soit aligné. Et puis ensuite, il va y avoir des actions individuelles, soit avec les membres du staff individuellement, ou avec les joueurs, puisque mon job, c'est véritablement de donner la possibilité à chaque personne, chaque joueur, ou chaque dirigeant, chaque manager ou chaque entraîneur, lui donner la possibilité de tirer le maximum de son potentiel, tirer la quintessence de ce qu'il est capable de faire, pour ne pas avoir de regrets. Et donc pour ça, on ne peut pas le faire en collectif et on ne peut pas le faire en public. On peut en discuter en collectif et en public, c'est ce que je fais, mais on ne peut pas en discuter individuellement. Les gens ne se livreront pas de la même façon quand on est en équipe ou alors quand on est seul. Donc, un rôle de préparateur mental dans un staff, en fait, a une valeur, mais n'a pas la même valeur que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur à un moment donné où ils estiment que tout a été tenté avec les gens du staff ou autres. Et donc, ils ont besoin de cet apport extérieur de quelqu'un qui n'est pas dans la familiarité ou déjà dans le club ou dans les problématiques du club, où il n'a pas de contact humain, on va dire, avec ces gens-là. Et du coup, il n'est pas touché, quoi. Lui, il arrive. De mon point de vue, j'arrive dans un club où tout le monde est meurtri, que ce soit les joueurs, le staff, les dirigeants, les supporters, les administratifs, tout le monde est meurtri souvent par cette situation insupportable. Et si j'étais à l'intérieur comme eux, j'aurais les mêmes émotions. Et c'est pas possible. On ne peut pas gérer avec les émotions des situations pragmatiques et particulières. Donc je dois arriver en étant neutre. Donc toi, Denis, tu n'as pas de jugement de valeur quand tu arrives? Zéro. Bah non, heureusement. Aucun moment? Non. Non. Il peut Tu pas viens avec des outils. il peut pas se permettre d'arriver avec un jugement de valeur. Pour moi, c'est pas son rôle, en fait. Non, mais C'est ça. dans le conditionnement, tu arrives à une position délicate au classement, il reste 4 matchs. Ouais. Ouais, pas simple, quoi. Pas simple. Tu as, ah si, c'est simple. Contrairement à ce qu'on sûrement peut... que du négatif en face de toi. Oui. Les gens ont pour habitude, dans ce contexte-là, de voir les choses Oui. tout en noir. Mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous hein, dans la vie quotidienne. On se rappelle que des situations de merde qui nous sont arrivées dans la journée. On a fait 90% de très belles choses, mais on se souvient simplement des 3-4% qui nous ont enquiquinés 5 minutes. Donc là, il faut faire la part des choses. Il faut rééduquer et à la fois notre façon de penser, mais qui est simplement une rééducation, c'est-à-dire qu'on a le droit aussi de penser qu'on a eu une belle journée et qu'on est content aujourd'hui. Certes, il faut gérer cette situation merdique, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Le problème, c'est quand il y a ces choses merdiques qui nous engluent la tête et qui nous font des interférences négatives. Et donc, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui vient avec des choses, moi, c'est très pragmatique. Hein. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple. Quand j'arrive pour la première fois dans une situation critique, je dis, voilà,
tout le monde, il y a les dirigeants, le staff, les joueurs, les administratifs, peu importe, tout le monde peut être là. Et je dis, voilà comment ça se passe. Je vais vous poser une question. Moi, ça fait, aujourd'hui, quand j'y vais, je dis, ça fait maintenant 10 ans que je suis sorti du football. Je dis aux personnes qui sont sous stress, qui sont dans une situation où il faut sauver le club, c'est terrible. Hein. Et je dis, voilà, je ne sais pas si le football a changé, mais moi, à mon époque, donc au siècle dernier, on jouait à 11 contre 11. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Bien sûr qu'il y a les remplaçants, il y a aussi le groupe, mais est-ce qu'on joue toujours à 11 contre 11? Là, les gens, tu t'imagines, les pros, les dirigeants qui sont dans un truc, je dis, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, lui? Je dis, oui, parce qu'à mon époque, c'était comme ça. Et ils me disent, ben, il y en a toujours un qui dit, oui, qui est timide, mais qui dit, oui, on joue à 11 contre 11. Je dis, alors, OK, si on joue à 11 contre 11, imaginons qu'il y ait l'équipe A qui joue à 11 et l'équipe B qui joue à 11. Donc, c'est-à-dire, on est dans l'équipe A. On va donc jouer contre des adversaires qui seront 11. Ça va jusque-là? Vous comprenez tout ça, Manu, Oui. 11 contre 11. Je suis dans l'équipe A. Dans cette équipe A, on est 11. S'il y a dans mon équipe 2 joueurs qui ne sont pas complètement investis, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, parce qu'on peut ne pas être bon, mais qui ne sont pas complètement investis. Ça veut dire que dans mon équipe, si on est 11 et qu'il y en a 2 qui ne sont pas investis, on va donc jouer à 11 moins 2. On jouera donc à 9 contre 11. Non, ça c'est en mathématiques. Donc dans le sport, quand on joue à 11 moins 2, ça fait 9. Ça veut dire qu'on va être en infériorité numérique par rapport à l'adversaire. On sera à 9 contre un adversaire qui sera supérieur. Ça veut dire que les 2 qui ne sont pas investis dans mon équipe font partie de l'autre équipe. Ils aident l'autre équipe. On va donc jouer à 9 contre 13. Et ça, je ne peux pas commencer un match à 9 contre 13 parce que je sais que je l'ai perdu d'avance. Donc, avant de commencer un match, il est nécessaire de savoir avec qui on va avancer. Avec quel joueur, quel dirigeant, quel staff, quelle personne on va pouvoir avancer de manière à pouvoir jouer contre un adversaire. Et je ne dis pas ça pour vous. Je leur dis aux gens, je ne dis pas ça pour vous. Parce que vous, je sais que vous allez être solidaires. Mais imaginez simplement qu'en face, ils ne connaissent pas cette situation-là. Peut-être qu'en fin de rencontre ou en fin de championnat, on va récupérer 2 joueurs adverses. Comme ils ne connaissent pas ce principe, 2 joueurs qui s'en foutent complètement d'une rencontre ou d'un match ou d'une fin de saison, eh bien, ils vont peut-être venir nous renforcer de façon virtuelle aujourd'hui et demain. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important de tenir le plus longtemps possible à 11, toute une rencontre, tout un match, toute une saison et voire plus. Donc, c'est simplement réaligner les choses de manière à ce que chacun d'entre nous, on puisse comprendre les mêmes choses. Et quand vous avez mis tout le monde dans la même salle, les joueurs, les entraîneurs, le staff médical, les dirigeants, tout le monde, là, on sait qu'on doit jouer à 11 et que les 2 qui vont sortir de là seront vus par tout le monde. Et donc, ils ne pourront pas s'échapper parce que tout le monde acquiesce. On est d'accord sur ce raisonnement? Oui. Moi, je voulais te poser une question. Est-ce que ce genre de problématiques, tu les as aussi dans les staffs? Comme on sait que dans les staffs professionnels, ils sont plus nombreux. Mais arrête, Iman, ta question, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais les coachs. C'est pour ça qu'on l'a pris dans l'équipe, parce qu'il était ça, bon. mais tout bien. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça. Quand une équipe est dans le dur, quand les joueurs perdent, l'entraîneur perd, le staff aussi, tout le monde. Mais quand les joueurs sont dans le dur, c'est compliqué parce qu'il y a des agressions qui arrivent sur eux, dans des situations complexes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement la même chose dans le sport ou dans l'entreprise ou dans une famille. Quand ils sont dans le dur et qu'ils bossent, parce qu'ils bossent quand même, il ne faut pas croire, ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'on ne bosse pas. Hein. Ça veut dire qu'on bosse comme des fous, mais on ne gagne pas. Et dans ces moments-là où c'est dur, qu'il faut encore s'accrocher et continuer, qu'est-ce qu'on fait? On regarde au-dessus de nous ce qui se passe systématiquement. Donc les joueurs, systématiquement, quand ils sont dans le dur, ils regardent et qu'on leur demande d'être solidaires, d'être investis, d'être complètement engagés, ils regardent au-dessus leur N+1, c'est-à-dire le staff. Et si le staff n'est pas comme ça, ils ont de bonnes raisons de se disperser. Ils ont surtout de bonnes raisons de ne plus s'investir autant qu'on leur demande.
Donc, si on demande à des joueurs de s'investir totalement, d'être solidaires entre eux, de savoir qu'il va y avoir des remplaçants, des joueurs qui rentrent et des joueurs qui sortent, mais ce n'est pas grave, le bien, c'est pour le bien de l'équipe et du résultat. Eh bien, la première des choses, c'est que vous, au niveau du staff, vous soyez comme ça. Et que la première des choses, avant même de commencer une saison, c'est déjà de faire un team building ou un séminaire ou quelque chose qui va vous mettre en osmose, en accord, tous ensemble, en sachant qui fait quoi, dans quelles conditions, etc. Parce que dans les moments difficiles, on lève la tête. Oui. D'où les stages, souvent maintenant, même en amateur, beaucoup de clubs le font parce que c'est marrant et sympa de réunir, mais ils n'ont pas conscience. Mais des fois, ça génère ce noyau dur et ça met tout le monde dans le même contexte. C'est-à-dire que Philippe, ce que je disais, c'est que c'est le staff qui doit faire un stage avant. Oui, ah oui, d'accord. Le staff doit faire un stage avant pour bien se connaître et savoir qui on est et les circonstances dans lesquelles bien sûr. c'est difficile. Il faut être à la même longueur d'onde. Oui, exact. Denis, moi, je voudrais te poser une question assez directe. Tu me connais un peu. Est-ce que tu as toujours été le bienvenu dans les clubs dans lesquels tu es intervenu? Je parle du staff, hein, bien entendu. Ah ouais, toujours. Ah, toujours. Alors, une chose est certaine, c'est que je ne vais pas à un endroit où je ne suis pas demandé par l'entraîneur et par les dirigeants. Jamais. D'accord. Jamais. Mais jamais, chez jamais, je réfléchis même pas. Là, je dis non, c'est impossible. Impossible. Partout où je suis allé, il y a eu la volonté des deux. Sinon, j'y vais pas. J'ai été, Manu et Seb et tout le monde, vous savez, j'ai été entraîneur. Et moi, ce que je n'aurais jamais aimé, déjà, c'est qu'il y ait un psychologue du sport qui vienne, un coach mental, un préparateur mental. Mais moi, je savais tout faire, hein, sincèrement. Hein, j'étais trop bon. Et donc, je pensais tout ça, ce qui est complètement faux. On a chacun d'entre nous des particularités et des spécificités, des domaines d'expertise. Pour moi, au plus haut niveau, donc vous autres entraîneurs, plus moi maintenant, mais vous autres entraîneurs, vous savez très bien qu'au plus haut niveau, pour être coach de Ligue 1 ou coach, même pas forcément de Ligue 1, mais au plus haut niveau, il y a quatre domaines d'expertise qui peuvent exister. Celui d'être très fort préparateur physique, on a une aptitude sur la préparation physique, sur la préparation mentale ou sur la psychologie, sur la technique ou sur la stratégie. On a chacun d'entre nous une spécificité que on est peut-être mieux, on aime bien être meneur, ou on est plus expert en tant que tacticien, ou en tant que technicien, ou en tant que préparateur physique. On a un domaine d'expertise. Eh bien, ce domaine d'expertise, pour moi, vous devez l'amplifier, le bonifier, le protéger, parce que ça, c'est votre unicité, c'est votre force. Pour autant, derrière ça, ce domaine, quel qu'il soit, hein, tous les autres domaines, eh bien, vous pouvez responsabiliser des gens qui sont dans votre staff. Et la force, c'est que vous soyez expert dans un domaine. Et la deuxième force, c'est de pouvoir responsabiliser, transmettre cette responsabilité aux autres. Et c'est une ouverture extraordinaire. Et c'est là qu'on rencontre les plus grands. Et quel que soit le niveau, vous pouvez faire ça à votre niveau aussi. Hein. À votre niveau, je parle des entraîneurs qui sont en R1, R2, peu importe. Et au-dessus ou en dessous, on s'en fout. C'est pour tout le monde. Question concernant donc la partie émotion et stress, vu ce que tu dis. Quand on parle de cette capacité à gérer ses émotions et son stress, on a tous été gamins, on a tous été voir des matchs de gamins, on a tous vu des gamins soit pleurer à une séance de pénalty qui perdaient, ou soit parce qu'ils étaient en train de perdre dans le match, tu voyais certains qui commencent à être soit hyper nerveux, ou soit certains à être très émotifs, ou l'entraîneur qui engueule un gamin qui du coup sort du contexte du match. Donc toutes ces émotions-là, on le voit nous tous chez les jeunes. Après, est-ce que ça perdure après le fait de les avoir impactés à un jeune, à un gamin très jeune, et qu'après, en grandissant, il a ces impacts de ce qu'il a retenu émotionnellement, et ça l'handicape quelque part. Est-ce que pour toi, il faut en tenir compte chez les jeunes, de ce côté psychologique, émotionnel, qui peut le travailler? Est-ce que le gamin le travaille lui-même, naturellement? Est-ce que ses parents ou l'entourage? Est-ce que le staff ou l'entraîneur? Est-ce que le contexte éducatif et autres? Tout ça, ce sont des éléments. Toi, sur cette gestion de émotion-stress, sachant que l'objectif, c'est l'objectif, c'est d'amener ce gamin à devenir un bon joueur de foot. Donc ça, techniquement, tactiquement, il peut être très bon. Mais s'il perd toutes ces choses-là, parce que le stress lui enlève tout, qu'est-ce que tu peux en dire de tout ça là? Oui, bien sûr. J'ai 3 jours là pour répondre. Oui, vas-y, tu as 3 jours. Donc, on va essayer de faire très pragmatique. Déjà, qu'est-ce
quelles sont les émotions et qu'est-ce que c'est qu'une émotion et qu'est-ce que ça nous procure. Et il faut savoir qu'en analyse transactionnelle, on voit 4 types d'émotions. La peur, la joie, la colère et la tristesse. Si je vous demande comme ça concrètement quelles sont les bonnes et les mauvaises, quelles sont les positives et les négatives, vous répondez dans vos têtes, vous pensez dans vos têtes, vous imaginez. On va faire court, je ne vais pas vous poser la question pour ne pas vous mettre en porte-à-faux. Les 4 émotions sont de très belles émotions et toutes positives. Elles ont tout un intérêt. Soit pour effacer le passé, soit pour gérer le quotidien, la présence, les émotions du quotidien, c'est la colère, soit l'avenir, la peur. La peur nous protège de l'avenir, et la joie qui balaye le passé, le présent et l'avenir. Si on prend par exemple l'émotion la peur, au hasard, pourquoi j'ai dit la peur? Oui, la peur, on va dire la peur. Il est logique, nécessaire, obligatoire d'avoir peur. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas peur, vous allez sauter du 7e étage, en disant moi j'ai pas peur, j'ai sauté du 1er étage, j'ai sauté du 3e étage d'un immeuble, etc. Et là on risque de mourir. Pourquoi la peur est nécessaire aussi dans le sport et notamment dans le football? Imaginons que vous commenciez un événement et que vous ne l'ayez pas préparé au préalable. La peur vous amène à préparer cet événement. J'ai peur de rencontrer, je sais qu'on va rencontrer une équipe, ils mesurent tous 1m95 et ils ont gagné les 8 derniers matchs. Oh, la peur arrive, on le sait, avant. Et elle est normale, elle est normale parce on va créer naturellement des anticorps par rapport à celle-ci. On va se mettre en tête, oui, donc s'ils sont 1m95 ou je sais trop, on va peut-être jouer au sol. Donc ça nous fait penser différemment. Ça nous fait penser comment contourner cette peur, comment aller à l'encontre de ce qui va se passer. Donc là, la peur, elle est légitime et il faut l'accepter avant. Le problème, c'est quand la peur arrive pendant une rencontre. Si je n'ai pas pensé que le mec puisse mesurer, je sais pas, 2 mètres de haut, 1m95 et il faisait gagner tous leurs matchs, les 8 derniers matchs. Et je rentre sur le terrain et là, je commence à prendre 1 but, 2 buts, 3 buts. Et là, je suis envahi par la peur. Et non seulement moi, je suis envahi par la peur, mais cette peur qui est en moi va gangréner l'ensemble de l'effectif. Parce que la peur gangrène, attrape les autres. Si moi, j'ai peur, je transmets cette peur. Et donc, cette peur-là, donc, elle est légitime quand elle est avant, parce qu'il faut avoir peur. Mais par contre, dès qu'on commence, et vous avez tous joué au football, normalement, dans 95% des cas, voire 90% des cas, quand on commence une rencontre, on a peur avant, et dès que le coup de sifflet est donné, boum, 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 on part dans tous les sens. Et là, on n'y pense pas. Sauf si il y a des périodes de stop, la mi-temps, ou des périodes comme ça, quand on en a pris 5 ou 6, on dit « Ah putain, on revient sur la peur », et là, ça continue à gangréner. Donc l'idée, c'est de savoir, préparez-vous à avoir peur avant, c'est logique, pour pouvoir gérer le match ou l'événement le moins mal possible. Toutes ces choses-là existent. Chez les jeunes, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit entraîner les gamins avec la peur? Non, ils le font par eux-mêmes. Naturellement, entre eux, ça interagit et ils vont connaître des joies, des peurs, des tristesses, des colères. Et jamais en même temps. Parce qu'on n'est jamais dans le même état émotionnel les uns et les autres. Donc, ça veut dire que quand on va jouer, on est très naturel. Par exemple, si moi, ce que j'aime bien dire, et ce qui marche pas mal, c'est quand on n'est pas bien, on a un moment où on n'est pas bien, eh bien, on va revisiter l'enfant que l'on était quand on avait 8-10 ans. Et ça, tout de suite, si on n'était pas conditionné par quelque chose, si on n'était pas maltraité, bien entendu, hein, mais si on était plutôt normal, eh bien, on va aller rechercher ce moment et on va se dire, oh putain, ouais, moi je montais, je sautais partout, je courais, je bougeais. Hein. Il y en a un autre qui va dire, bah non, moi, dans sa tête, il dit, non, moi, c'est quand j'étais calme en train de lire un livre, j'étais paisible, j'aimais bien être seul, etc. Chacun d'entre nous a cet endroit où il va pouvoir se ressourcer. Et c'est souvent, on peut faire référence à notre état de jeunesse et dans cette période-là. Donc, surtout ne pas la négliger, surtout ne pas négliger cet instant-là, ces moments-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'entre vous, entre nous, quand on était gamin, et aujourd'hui les jeunes, ils ont aussi, il y en a qui sont solitaires, d'autres qui sont plutôt solidaires, cohérents avec les autres, avec eux-mêmes, mais parce qu'ils ont aussi une éducation qui leur a été transmise. Et ça, on ne la connaît pas. Et ces interactions, nous autres entraîneurs, on doit être hyper vigilants pour cadrer ces interactions. Laisser les gamins jouer, laisser les gamins faire, en sachant très bien que ce qui va en ressortir, ça sera du positif parce qu'ils seront sans arrêt en train de se tester, savoir si c'est bien ce qu'ils font à la maison, si c'est bien ce qu'ils font à l'école, si c'est bien ce qu'ils font au foot. Ils vont faire que ça. Et donc, ils vont globalement
intégrer toutes les émotions qui puissent exister. Et je dis que ça, c'est la plus belle des écoles. Et l'endroit où on peut le faire, c'est le sport. Grâce à qui? Grâce, bien sûr, aux éducateurs qui sont dans les clubs et qui peuvent comprendre ça. Comprendre qu'un gamin peut pleurer à l'entraînement. Comprendre qu'un gamin puisse aussi sauter de joie pendant 10 minutes parce qu'il a marqué un but. Peut-être que chez lui, il n'a pas ce plaisir-là. Donc peut-être qu'on peut aussi essayer de comprendre ça. Donc nous autres entraîneurs ou entraîneurs ou éducateurs, vous l'appellerez comme vous voudrez, on a ce rôle-là, un rôle très distancié de tout ça et à la fois de cadrer, mais aussi de ne pas interpréter les choses bêtement, mais simplement essayer de comprendre. Et si on fait ça, on cadre et on essaye de comprendre, on a déjà fait une grosse part du boulot pour les jeunes. Ouais, c'est clair. Là, je vais faire intervenir un joueur que vous connaissez tous, et même les gens qui sont en train de regarder l'émission. Donc, il s'appelle Jérôme Dutitre. Donc, c'est le joueur qui a marqué le but en finale de Coupe de France avec Calais contre Nantes. Donc, il rentre bien dans le contexte qu'on voulait, c'est-à-dire Jérôme, on l'a connu pour la plupart. Moi, j'ai joué avec. On n'a jamais été habitué, en tous les cas, on n'a pas été habitué à jouer une finale déjà, comme ça, en Coupe de France, et devant X personnes. Et donc, Jérôme va être là pour… C'est bon, Jérôme, tu nous entends? Jérôme? C'est toi, c'est de ton côté le micro. Allô? Oui, là, on t'entend. Là. Ah, bonjour. Bonjour Pour à la tous. barbe. Le coach. Essaye de caler ton téléphone ou pour que ça soit nickel, que ça ne bouge pas. Ça va là? Je suis bien. Et t'es qualifié encore en coupe, hein? Ouais, il n'est pas éliminé encore. Non, ça ne se fait plus, ça. Jérôme, présente-toi. Déjà, on te souhaite le bonjour tous ensemble. Et présente-toi et puis oui, raconte le passage qu'on a envie d'entendre, c'est ce côté, bien sûr, vivre cette émotion de la finale, mais comment toi, en tant que joueur qui n'était pas comme nous, on n'était pas des joueurs de Ligue des Champions, de Ligue 1, comment tu as préparé ce match et est-ce que les émotions d'une finale et de rentrer dans un stade avec ce public, cette pression que tu avais autour, le contexte familial, ta famille autour, comment tu l'as absorbé pour rentrer dans un match? Est-ce que ça t'a décuplé ta force ou est-ce que ça t'a un peu calmé? Même par rapport à ce qu'a dit Denis entre les deux équipes fortes et moins fortes, parce que bon, en finale, c'était sur le papier, ça a été ça. Et oui. c'est compliqué sur la vérité du match et l'histoire du match. C'est de savoir aussi quand tu arrives et que tu sais que tu joues une finale contre une équipe comme ça, comment on ressent. On va perdre, on a perdu. Voilà, c'est ce qu'on voudrait savoir aussi, le ressenti. Parce qu'après, comme dit Denis, une fois que le match il est parti, on n'y pense plus. On n'y pense plus. Oui. Bonjour. Donc, oui, ça a été une aventure extraordinaire qu'on a pu vivre et on a eu cette chance. Après, on a été bien préparé par le staff qui, je pense, a absorbé lui les émotions et nous a vraiment mis dans un cocon et faire en sorte que nous on puisse se concentrer simplement sur le jeu. Après, une fois qu'on rentre sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est de jouer ce match et de gagner. Et en fait, l'anecdote que je peux raconter, en fait, c'est à partir des 32e de finale, je pense, où on a été conditionné pour gagner les matchs, en fait. La plupart du temps, les équipes amateurs, quand elles arrivent sur un 32e de finale, elles se disent c'est la fête, voilà, c'est beau, c'est super ce qu'on a fait, on a réussi à arriver en 32e, à accrocher, à jouer contre une équipe professionnelle. Et nous, en fait, on s'est dit, et le coach, le staff nous a conditionné comme ça, à faire en sorte qu'on avait à chaque fois qu'on passait des tours, qu'on avait une chance de gagner et qu'il fallait la jouer à fond, en fait. Et nous, en fait, quand on rentrait sur le terrain, on ne pensait pas à tout ce qu'il y avait à la fête. On se disait, il y a 1% de chance de gagner et il faut absolument faire en sorte de pouvoir réussir à gagner ce match. Dans le couloir ou dans le vestiaire avant le match, tu sentais par rapport à toi, mais tes collègues et tout, est-ce que tu sentais qu'il y avait une atmosphère bizarre ou que chacun était dans son monde ou ça rigolait sans pression ou… Jusqu'à que tu rentres sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Dans le couloir,
comment tu t'es senti? Ou est-ce que tu sentais, tu étais déjà dans ton monde, tu t'étais concentré ou tu étais un peu la pulsation qui… Non, on était concentrés et vraiment sur l'objectif. D'ailleurs, je dirais que c'est difficile aujourd'hui de se remémorer justement ces passages-là, en fait, dans le tunnel. Même bon, pour la finale, c'est le protocole de la Marseillaise. Bon, Jacques Chirac qui passe, qui nous serre la main. Enfin, c'est des choses où on les vit, mais on les vit pas pleinement, en fait, parce qu'on est déjà concentré sur le match qui arrive. Et le concentré, c'est de se dire attention, c'est une finale, c'est retransmis, on est arrivé là, c'est beau, mais si on perd 7-0, on sera des pingouins, quoi. Donc le but, c'était pas de passer à travers et de réaliser un bon match, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Denis, tout à l'heure, on en parlait hors antenne. Tu as vécu, toi, ce genre de match, comme Manu d'ailleurs, de finale. Tu l'as abordé, tu me l'as expliqué, je trouvais ça pas mal. Là, Jérôme vient de glisser un peu le truc, c'est que la Marseillaise, voilà, tout ce contexte-là, toi, tu avais une façon de procéder qui était pas mal aussi. Je trouvais ça pas mal, si tu peux raconter. Alors, moi, j'avais eu l'expérience d'une première finale gagnée avec le Paris Saint-Germain, donc c'était aussi intéressant. Et je suis arrivé dans un club de national. C'était donc Amiens. Et à Amiens, personne ne connaissait la Ligue 1, personne ne connaissait la finale de Coupe de France. Mais on a démarré la saison d'une certaine façon. C'est juste l'anecdote, c'est ça. Le premier jour où j'ai pris l'équipe, on est allé, je ne sais plus pas le premier parce qu'on est allé 2-3 jours. Après, on est allé en stage. Et quand j'ai commencé le premier entraînement, j'ai regardé mon équipe, j'ai dit… J'étais avec Patrick Abraham, qui était l'adjoint de l'époque. Je lui dis, Patrick, on est mort. Il me dit, comment ça? Je lui dis, Patrick, on est mort. Mais c'était un truc qui, jamais de ma vie, je parle comme ça. Et ça voulait dire que je regardais les joueurs, on avait 12 joueurs, on n'avait rien. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. On a finalement, pour finir, on est monté cette année-là. On a fait une finale de Coupe de France et on a fait un quart de finale de Coupe de la Ligue. Et pour revenir sur ce que dit Jérôme, qui est hyper intéressant, c'est qu'on ne vit pas les moments. Moi, j'ai simplement de cette saison-là, je l'ai ressenti les bienfaits simplement 3 ans, 10 ans après. Dans l'instant, tu vis les trucs parce que tu avances, tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. L'idée, c'est aussi, sur une finale, nous, on avait programmé tout ce qui était possible et inimaginable. C'est-à-dire que 15 jours avant notre match contre Strasbourg, donc qui était une équipe de Ligue 1, on est allé voir la finale de Coupe de la Ligue. Donc toute l'équipe, on est allé dans les tribunes au Stade de France et on a regardé ce qui se passait en bas, sur le carré vert, sur le rectangle vert. Et on a vu de l'extérieur. La semaine qui a suivi, avant et donc la semaine qui précédait le match, on est tous allés donc en car, en bus, voir le Stade de France. On s'est entraîné sur le Stade de France. On a vu les vestiaires. Donc on s'est déjà imprégné de quelque chose. On a fait aussi… on a fait le trajet de l'hôtel où on allait être une semaine après avec les motards qui allaient escorter. Donc, on l'a fait en plein embouteillage, de manière à ce que ce ne soit pas non plus quelque part quelque chose de surprenant. On a fait aussi pendant 10 jours, tous les midis, qu'on était ensemble à Amiens, on écoutait la Marseillaise tous ensemble. C'est-à-dire qu'on se mettait debout, on se tenait la main et on écoutait la Marseillaise. C'est-à-dire qu'on s'est créé des anticorps tout au long de cette période-là pour justement, comme disait Jérôme tout à l'heure, ne pas être surpris par quelque chose d'improbable. Ouais. Et donc, ce qui a fait que, quelque part, on a prévu beaucoup de choses et cette prévoyance, ça donne confiance à tout à chacun. On n'est pas surpris, donc les émotions ne se dispersent pas. Toutes les émotions sont canalisées, quelles qu'elles soient, la colère, la haine, la tristesse, la peur, la joie. Tout ça, c'est canalisé sur la rencontre qui est bien cadrée par un arbitre, par des limites, qui est bien déterminée. Et donc, nous, on avait simplement à mettre nos émotions là-dedans et foncer. On avait déjà éliminé, comme a pu faire Calais, bien des clubs de Ligue 1. Donc, on se dit, le bonheur n'appartient pas qu'aux autres. On savait que le bonheur pouvait nous appartenir aussi à nous. Et quand on est dans cette dynamique-là, je ne dis pas qu'on va gagner, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va commencer à 11 et on finira à 11. C'est-à-dire que chacun pouvait compter sur l'autre sans être obligé de lui poser la question « Est-ce que tu peux compter sur moi ou pas ?» Tu ne te poses pas les questions. Et c'est qu'à partir du moment où on se pose une question qu'on perd du temps.
Et quand on est un club inférieur, ou inférieur en division, pardon, on ne peut pas perdre de temps. Tout doit être à l'économie. Eh bien, aujourd'hui, dans des situations de crise, c'est exactement la même chose. L'énergie, on doit la prendre pour nous, essentiellement pour nous, rien que pour le bonheur et le plaisir de nos proches. Parce que si on se ressource et qu'on est bien, nos proches que l'on aime, ceux que l'on aime et ceux qui nous aiment seront bien parce qu'on va dégager de l'énergie positive sans véritablement se fatiguer. Donc on va être bien, donc si on est bien, on va transmettre ça. Et on peut avoir des coups de moins bien par la force des choses. Mais comme on est toute une équipe, tout un groupe, eh bien on arrive à compenser. C'est l'effet moteur avec tous ces pistons qui sont jamais en même temps. Je ne connais pas trop la mécanique, hein, vous m'excuserez, mais je sais que tous les pistons bougent comme ça dans un moteur et finalement, ils ne poussent pas tous en même temps, tous en alternance. Eh bien, nous, on doit faire aussi de l'alternance d'émotions et de puissance et de réflexion. Et on voit que si on est tous dans des dynamiques différentes, mais qu'on a tous envie d'avancer, c'est comme une voiture, ça peut être très puissant et c'est très précis. Et ces moteurs sont très puissants et très précis parce qu'on n'est pas tous dans la même intention, dans la même émotion. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Manu a peut-être quelque chose Manu, par rapport à toi, ton expérience aussi, la gestion du stress, parce qu'on peut le dire, tu as joué quand même 2 matchs, avec quoi 2 matchs, tu as fait surtout 2 matchs super importants avec le PSG contre la Juventus, aller-retour. Moi, j'aimerais savoir aussi ton avis de la gestion de ton stress, toi aussi. Moi, je rejoins. Maintenant. Comment tu étais, toi, avant un match Moi, je rejoins ce qu'a dit Denis à l'instant. Moi, sur le moment, je ne m'en suis pas forcément rendu compte, hein. Je l'ai vécu, quoi. Je l'ai même bouffé, à vrai dire. Pour moi, c'était encore une fois, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'était un rêve de gosse. C'était un rêve de gosse que je vivais vraiment, quoi, qui se réalisait. Moi, le gamin de la région parisienne de Saint-Gratien, me retrouver au Parc des Princes devant je ne sais plus combien de milliers de spectateurs. Je crois que c'est l'une des plus grosses affluences de tous les temps du PSG, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'était un truc de fou. Ça aurait pu m'inhiber, mais non, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Je peux pas dire autre chose. Denis a raison. Et le match retour, pareil. Le match retour, pareil, à Turin. Tu te retrouves là contre des mecs que tu as eu en image Panini à un moment donné quand tu étais gamin. Mais mais tu le vis. Tu le vis. Et le plus important, je pense, et il faut vraiment le vivre. Il ne faut pas le jouer avant. On dit souvent. D'ailleurs, je voulais poser la question à Jérôme tout à l'heure, et je lui pose. J'en profite pour lui poser. Comment il a géré ça? Parce qu'on dit souvent, nous coachs, même à nos niveaux, des matchs importants qui arrivent, on dit à nos joueurs, ne les jouez pas avant. Jouez-les sur le moment. Ne les jouez pas avant. Ne vous usez pas mentalement à les jouer avant, justement. Gardez le jus, comme l'énergie est fort, justement. Et il le dit bien mieux que moi. Gardez le jus pour le jour J, pour le match M, pour l'heure H, mais ne le jouez pas avant. Moi, ce que je peux dire, en toute humilité, c'est que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et je me pince encore parfois pour me demander si je l'ai vraiment vécu, quoi. Voilà. Jérôme, toi, avant le match, la sieste, la collation, quoi, la sieste, tu t'es, comme il dit, Manu, tu n'as pas cherché, tu étais concentré déjà, tu étais comment? Ouais, après, pour revenir aux anecdotes, mais voilà, Denis l'a bien dit tout à l'heure, c'est qu'on a été, nous, imprégnés aussi. On a fait un entraînement sur le Stade de France. 15 jours ou 3 semaines avant, on avait été voir un match de l'équipe de France au Stade de France aussi. Voilà, on a été à Clairefontaine, dans le château de l'équipe de France. On s'est entraîné sur le terrain Michel Platini. Enfin, il y a eu des choses qui ont été faites avant pour essayer de nous mettre dans les meilleures conditions. Après, on avait, je crois que le coach, le staff parlait beaucoup de positif, parce que Denis l'a dit aussi, il ramenait tout sur le positif. Il n'y avait jamais dans les causeries d'aspect négatif, tout était sur la possibilité de gagner, même si en respectant les professionnels qu'on avait en face, mais on avait cette capacité à pouvoir gagner un match, et il fallait l'exploiter à fond. Et je me souviens que la dernière causerie, parce qu'on a changé, on était à Clairefontaine dans le château, et on a été après au château Paul Ricard, parce que l'équipe de Nantes venait à Clairefontaine. Et la dernière parole que le coach nous a dit avant d'aller dans les chambres et de s'endormir, il nous a dit, voilà,
vous allez vous coucher, imaginez ce que vous allez faire sur le terrain. Donc, bien sûr, des gestes techniques pour les attaquants, imaginez de marquer un but. Voilà, alors, je l'ai imaginé, forcément, j'ai eu cette chance de le marquer. Voilà, c'est une chance, c'est de la réussite, mais je l'ai imaginé. C'est vrai qu'en m'endormant, j'y ai pensé fortement parce que bah, voilà, moi, j'étais attaquant, donc je me suis dit qu'à un moment donné, j'aurais certainement la possibilité, peut-être sur le match, de frapper une fois au but. Et à ce moment-là, il faudra que je cadre le ballon. Et c'est vrai que bah, quand j'ai cette opportunité, que le ballon m'arrive, j'ai qu'une chose en tête, c'est de me dire, tu cadres le ballon. Tu cadres. Jérôme, tu l'as peut-être vécu ton but avant, non? Ouais, ben oui, je l'ai vécu. Ouais. Je pense que je l'ai vécu. Et c'est vrai que c'est l'action, quand je la revois, quand je la repense, j'anticipe tout, quoi. Bon, il y a le corner, mais dès que le ballon ressort un peu, j'anticipe mes collègues qui sont proches du ballon et je me repositionne en fait vers le but pour me dire, voilà, le ballon il peut arriver et bah, après le ballon m'arrive et après bon ben voilà, le but c'était de cadrer le ballon et puis après il se passe ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que ben, c'était tout. Pendant toute cette épopée, on a été mis dans le fait de penser à tout ce qui était vraiment positif, quoi, voir le positif. Et puis après, voilà, le coach a freiné certaines choses, tout ce qui était voilà, la presse et tout, même si forcément on a été mis sur le devant de la scène, mais il y a des moments dans le vestiaire, il nous rappelait à l'ordre, puis c'est lui qui disait toi tu peux aller parler à la presse, toi tu parles pas. Enfin, voilà, ça a été tout cadré, vraiment cadré. Ouais. Imed, toi, par je voulais rapport poser. Vas-y. Je t'en prie. Non, j'allais venir justement à toi par rapport à ce qu'on parle au niveau des jeunes, tout ça. Toi qui es coach Bobigny cette année avec pas mal de jeunes, certains, je pense, découvrent le niveau national 2. Ces gamins, la plupart, tu en connais, qui peut-être tu les as eu plus jeunes et tout. Justement, par rapport à cette notion d'émotion, pression, stress, est-ce que cette génération, déjà c'est la question justement que je voulais poser à Denis. Moi, c'était ma première saison à ce niveau-là, c'est-à-dire que je découvrais. Et bon, Seb, Manu ont plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Et je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi dans les débuts. C'est-à-dire que moi, quand j'ai débuté mon premier match, c'était une énorme pression. Alors que c'est que de la N2. Tu vois ? Là, il parle en tant que coach en plus. Hein, voilà, en tant que coach. Tu vois, déjà, avant d'arriver chez les joueurs, j'essayais de masquer au maximum mes craintes. Parce que bon, on n'a pas les oreilles qui sont bouchées. On sait tous que on entend à droite, à gauche, bah, c'est un jeune coach, il arrive à ce niveau-là, il va se planter, vous n'auriez pas dû lui donner l'équipe, ça va être compliqué. Donc tout ça, on l'entend, même si on n'a pas envie de l'entendre, mais à un moment, ça arrive à nos oreilles. Donc forcément, à l'approche du premier match, et on reçoit Schiltigem à domicile qui est habitué à la N2, tu joues avec une équipe très jeune. Donc, en fait, j'étais un peu tiraillé, c'est-à-dire entre gérer mes émotions déjà moi, les miennes d'abord, et essayer de faire justement à ce que les joueurs soient très tranquilles pour commencer le match. Et la question que je voulais poser à Denis, c'est que est-ce que tu as connu justement dans tes différents stages justement ce côté, la personne qui débute en Ligue 2, en Ligue 1, et qui a justement ces appréhensions-là et qui peuvent découler sur ces joueurs? Alors, oui, il y a beaucoup de choses. Hein, dans oui. tout ça. La première, elle est, pour moi, quand tu parles de pression, est-ce que toi, moi, on a la pression? Oui. Et la pression, elle est toujours à la hauteur de ton investissement. C'est-à-dire que plus tu t'investis dans quelque chose, plus tu risques de te mettre de pression. Mais c'est bien, mais c'est une bonne pression. Celle-ci, elle est bonne. Donc, il faut prendre ça en tant que tel, quoi. Et pas se plaindre de ça. Elle est logique. Après, on entend, tout à l'heure, on disait qu'on entend dans nos têtes, il y a 95% de belles choses ou 90% de belles choses, mais on les oublie, on voit que ce qui ne va pas. Toi, en l'occurrence, tu as parlé, là, tu étais en train de parler de l'environnement, les gens qui t'attendaient, mais en fin de compte, qui t'attendaient parce que tu es jeune entraîneur, parce que c'était ton premier club senior, etc. Mais ça, ce sont toutes les idées négatives, entre guillemets, qui te passent par ta tête à toi. Parce qu'il y a certainement eu de très belles paroles venant d'autres, de tes proches, disant putain, mais t'as de la chance, c'est bien, fonce, tu vas voir, ça va être beau, tu vois. Mais tout ça, on les oublie. Donc, ce qui est important, c'est quand on débute,
c'est pas de focaliser sur ce qui ne va pas, parce qu'il y aura des choses qui n'iront pas et vous allez les voir arriver. Donc, n'anticipez pas sur ces choses négatives et ces possibilités de perdre ou de ne pas gagner ou de ne pas réussir. De toute façon, si ça doit être le cas, il va falloir répondre à ces questions quand elles arrivent. Mais il ne s'agit pas d'entrer, avant même de commencer, de se mettre une balle dans le pied. La grande difficulté, c'est ça, tu courras beaucoup moins vite avec une balle dans le pied, et si tu t'amènes encore plus, que si tu es en état normal. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de se raisonner. Je sais que c'est compliqué, je sais que ce n'est pas simple, parce qu'il y a des tas d'interférences qui viennent nous bousculer, parce qu'on s'est investi, on a passé nos diplômes, parce qu'on a eu de la réussite, on était content, et là, on fait quelque chose de plus difficile. Mais heureusement que c'est compliqué. Sinon, il n'y aurait aucun d'entre nous ici, là, des 6, qui serait fier de ce qu'il a pu faire. Parce qu'on est fier des choses qui sont compliquées. Si c'était simple, il n'y aurait aucune fierté, il n'y aurait aucune envie. Tu crois que Jérôme, il pourrait être fier de sa finale et de toute l'épopée de Calais? Ben non, il ne serait pas fier si c'était faisable par tout le monde. Et donc, est-ce qu'il y a eu des peurs? Bien sûr qu'il y a des peurs. Est-ce qu'il y a des colères? Bien sûr, toutes ces choses-là. Donc, il faut accepter ces choses-là parce qu'on est des privilégiés. Donc, on ne va pas se mettre une balle dans le pied, on ne va pas s'énerver contre les autres, on va simplement essayer de faire du moins mal possible, voire du mieux possible. Et c'est ça. C'est plus un problème qui nous appartient, ou qui t'appartient, ou qui m'appartient. Pas un problème qui appartient aux autres. Les autres, c'est peut-être la jalousie, la colère contre vous, ou toutes ces choses-là qu'il faut agir. Mais vous n'avez aucun levier sur eux, 0 levier. Et il y aura toujours des gens jaloux. Il y aura toujours des gens qui auraient aimé être à votre place. Donc, au contraire, soyons dans le don, donnons aux gens qui pourraient être jaloux des petits prémices de quelque chose et pour qu'ils puissent s'en servir pour eux grandir. Mais ne pensez pas que la pression, la peur n'existe pas. Elle existe chez toutes les personnes qui avancent. J'ai une question, je te coupe, mais j'ai une question qui va aller dans ce sens. Alors, peut-être pas pour le rôle de l'entraîneur, mais c'est un internaute qui écrit ça. Donc, c'est Jérôme Cousinier qui met « Bonjour Jérôme de Toulouse-Montauban, ancien coach pendant 6 ans des U15 au U17. Je serais preneur de votre avis sur, à ce jour, l'accompagnement tel que vous en parlez, entre parenthèses, bon sens, simplicité, au niveau amateur, ne doit-il pas se faire plus aux parents qu'aux joueurs, ou tout autant ?» Oui, vous pouvez comprendre, vous pouvez aussi anticiper sur ce que je vais vous dire. Bien sûr que les parents ont une incidence, mais on ne peut pas faire le travail des parents. Non. Un parent est un parent et j'ai pour envie de penser que les parents éduquent bien leurs enfants. Je ne connais pas beaucoup de parents qui volontairement vont martyriser leurs enfants. Parfois, ça arrive, mais là, c'est des problématiques particulières. Mais en règle générale, ce qu'on transmet à nos enfants, c'est pour leur bien-être. Mais parfois, on transmet des choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais on ne le fait pas exprès. Donc, donnons la possibilité aux parents de commettre quelques erreurs. Sauf moi, tout le monde a fait des erreurs, excepté moi. Parce que, oui, sauf moi. Je suis le seul à ne pas avoir fait d'erreur avec mes enfants. Vous imaginez un peu le truc? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, moi, je me suis posé ces questions quand j'ai pris mes notes. Toutes mes notes qui sont tournées autour de bon sens, j'ai pris tous les exemples de ma vie, de couple, de famille, de parents, de pères, de joueurs, d'entraîneurs, de tout ce que vous voulez. Et un jour, j'ai une de mes filles, ma seconde fille, qui, quand elle était petite, elle s'est fait piquer par une guêpe. Jusque-là, ok, elle avait 6 ans, 7 ans, je sais pas quel âge. Et depuis cet âge-là, elle a peur des guêpes. Vous imaginez, dès qu'il y a une guêpe, un insecte volant, elle a peur. Ça va, jusque-là, tout le monde comprend. Cette enfant, qui est maintenant adulte, elle a 3 enfants, ma fille. Donc, je suis grand-père de ce côté-là, 3 fois. Une de ses filles, Lola, la seconde, a peur des insectes volants. Qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la mère ayant peur des insectes, quand il y a un insecte qui vient vers sa fille, elle chasse avec sa main, elle chasse l'insecte. Le petit ou la petite, voyant sa mère protectrice qui l'aime, qui l'adore, chasser un insecte, la petite se dit, si ma mère chasse l'insecte, c'est que l'insecte est un danger. Oui. À qui appartient la peur? À l'origine, elle appartient à la mère, qui l'a transmise, alors qu'elle veut que du bien pour ses enfants. Elle lui transmet une peur qui est la sienne. C'est pas grave. Loin de là, la gravité. Il n'y a même pas de gravité.
C'est comme ça. Et peut-être que dans le sport, on peut justement chasser ça. Chasser ces petites interférences qui peuvent aussi, chez les gamins, empêcher d'avancer. Oui. Mais on n'est pas pour autant des mauvais parents. Donc, on peut partir du principe donc, que des gamins qui sont dans les catégories de jeunes de 6 ans jusqu'à un âge où ils commencent à être plus mûrs, à pouvoir se raisonner eux-mêmes, à avoir analysé aussi eux-mêmes, est-ce qu'on peut partir du principe que de 6 ans à 14, 15, 16 ans, en fonction de la maturité du gamin après en grandissant, que les impacts, comme tu l'as dit tout à l'heure et comme on l'a relevé avec Manu ou autre, que les impacts négatifs qu'on va lui transmettre, ils vont être un peu marqués à vif en fait dans ce petit noyau tout neuf là, ce petit œuf, et c'est plus dur pour lui de les gommer au départ. Et peut-être après il les gommera, mais au départ c'est marqué à vie un peu. De toute façon, notre vie, elle est ancrée de souvenirs conscients et inconscients. Il y a plein de choses qui nous sont arrivées dans notre vie qui nous ont donné la personnalité et les attitudes et les comportements qu'on a aujourd'hui. Mais on fait avec. On ne peut pas sortir de notre construction. Par contre, il y a des choses qu'on peut ranger, nettoyer, cataloguer, structurer, positionner à des endroits pour éviter, bien entendu, que ce soit un lourd problème. Il y a la psychologie qui existe aussi, qui permet aussi de nettoyer les choses ou de visiter des trucs pour pouvoir avancer quand c'est des problèmes plutôt importants. Si ce n'est pas très important et que ça nous dérange qu'occasionnellement, ce n'est pas non plus dramatique. Hein. On peut vivre et vivre très bien. Le plus important, c'est de pouvoir, pour moi, le plus important pour les jeunes, mais pas que les jeunes, pour nous aussi, c'est d'aller sur les envies. On a eu la possibilité, la chance, moi je crois que j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir faire de ma passion un métier. Mais que ce soit joueur, que ce soit entraîneur, c'est la même chose, c'est une passion. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement, c'est aussi une passion. Et je dis, je suis un privilégié de ça. Et c'est parce que je suis allé sur mes envies, et bien sûr que quand on était jeune, et là pour les plus anciens qui sont sur le plateau avec moi, le métier d'entraîneur, ce n'était pas un métier. Hein. Moi, on me disait, mais non, les gamins, je joue au football pour jouer au football. Aujourd'hui, on joue au football peut-être pour être joueur professionnel. Mais à mon époque, pas du tout. Hein. Tu jouais et finalement, tu passais d'une sélection, d'un club à un autre, d'une sélection régionale à nationale et tu devenais professionnel. Mais parce que c'était le contexte qui voulait ça. Et nous, on était un peu naïfs. Et c'est cette naïveté qui est belle. C'est ces envies, cette passion qui va nous permettre de nous surpasser, nous sublimer. Eh bien, il faut garder ça. Il faut que les gamins aient ça, qu'ils puissent l'ancrer. Et bien sûr qu'on a eu des traumatismes. Moi, je me suis même battu avec Manu, je me rappelle, à cause d'une connerie de baby-foot. Mais on s'en fout, sincèrement. Je confirme. Et je crois que j'avais gagné au baby-foot. Ouais, en plus. Ouais. mais c'est ça, je crois. Ce sont ces souvenirs qui sont parfois… parce qu'en plus, je m'étais fait mal et je m'étais fait retourner un doigt. Et j'avais pas pu c'est là l'arrêt de la carrière de gardien. Non. On va le dire maintenant, Manu. Mais c'est pas que des moments extraordinaires. On nous apprend aussi à mentir. Le Père Noël, c'est un apprentissage. Ce sont des anticorps que l'on forme chacun d'entre nous pour justement être à même à vivre les moments compliqués comme ceux qu'on vit actuellement. Oui, c'est clair. Jérôme, toi qui t'es passé maintenant de l'autre côté de la barrière, tu es passé entraîneur depuis quelques années. Tu as coaché en quoi? En R1, N3, je crois, c'est ça? R1. R1. Et justement, ton vécu… Et adjoint avec Jason Boutoil en CFA à Calais. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, le vécu que tu as eu, et comme les autres qui sont autour là, tu le transmets à tes joueurs, on est d'accord? Tu essaies justement de les amener sur ce côté sans pression négative, je parle. Tu essayes quoi? Tu essayes de prendre les cas un par un et de les structurer, les amener à de tirer le maximum de leurs possibilités. Tu es dans ce rôle-là, toi, de coach? Oui, j'ai tendance plus à vraiment écouter les joueurs et pouvoir les aider et réussir à gérer les émotions. Mais ce n'est pas évident. C'est quelque chose, comme le disait tout à l'heure Denis, où il faut être compétent. Moi, je le fais par rapport à ce que j'ai vécu en tant que joueur, par rapport aux différents entraîneurs que j'ai eus, et aussi par rapport à ma sensibilité de joueur que j'étais.
Moi, quand j'étais joueur ou quand j'étais par exemple au centre de formation à Strasbourg, moi, j'aimais bien qu'on puisse m'expliquer les choses, discuter avec moi, comprendre, Un affectif. comprendre les choix, même si voilà, moi, même si j'acceptais d'être remplaçant ou de ne pas être dans un effectif, mais qu'on m'explique. Moi, j'ai des anecdotes. J'ai une anecdote, par exemple, avec le coach Lozano à Calais, l'année de la finale, quand je suis arrivé, il me prend et puis à un moment donné, il ne me fait pas jouer. Et je me dis, mince, il ne me fait pas jouer. Et ben moi, voilà, j'ai tapé à sa porte, j'ai été le voir pour comprendre, quoi. Et je n'ai pas été maladroit comme certains joueurs peuvent l'être parfois, qui peuvent arriver et dire voilà, je mérite de jouer, je ne comprends pas pourquoi je ne joue pas, je fais ce qu'il faut, voilà. Et non, moi j'étais à l'inverse. Moi, j'ai demandé une explication, demandé dans quel domaine il faut que je puisse progresser pour gagner ma place, voilà. Et je pense que c'est des choses qui sont bénéfiques. Et donc, en tant qu'entraîneur, j'essaie de pouvoir expliquer un maximum aux joueurs. Maintenant, je pense que parfois, on a le retour aussi du bâton parce que forcément, quand on est un petit peu trop ouvert, parfois, il y a des brèches qui s'engouffrent. Mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais, après, mon vécu, mon parcours avec l'épopée de Calais m'a servi aussi. Avec Saint-Omer, on a joué contre Le Havre en Coupe de France, en Ligue 2. Voilà, cet événement, le fait d'avoir vécu ça avec Calais, je pense que j'ai réussi à gérer le stress au niveau des joueurs et à les orienter vraiment sur l'aspect vraiment de l'objectif, quoi, et de ne pas se focaliser sur d'autres choses. Il y a Denis qui a dit un truc tout à l'heure qui correspond, je pense, à tous ceux qui sont autour. Alors, Imed, je pense que tu es un peu plus jeune que nous, mais quand Denis l'a dit, on allait au foot, en gros, pour jouer au foot. On n'allait pas pour être pro. Et c'est vrai que moi, perso, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que quand j'ai moi aussi débuté, j'ai jamais été dans l'esprit d'être pro. J'ai joué parce que je voulais jouer au foot. Et ça m'a amené, comme tu as dit, par les ligues ou les sélection, au fur et à mesure, tu montes, tu gravises les échelons, puis à un moment donné, tu te dis, j'ai l'opportunité, j'y vais. Il m'aide aujourd'hui, toi qui gères une équipe de joueurs assez jeunes, toi qui es dans un contexte assez délicat, les joueurs sont plus dans cet état d'esprit, on est d'accord. On en a parlé un petit peu hier. Ils sont plutôt dans l'esprit déjà conditionnés par le contexte familial sans doute, par le contexte agent qui viennent en plus là-dessus, à être déjà, ils veulent être pro. C'est pas ils veulent jouer au foot, ils veulent être pro. Donc, ils veulent être. Juste avant Imed qui répond. Vas-y. Bon, on est ancien, oui, c'est vrai qu'on jouait pour le foot. Après, pour être pro, de mémoire, il n'y avait quand même pas une génération qui était. Bon, moi, à l'époque, c'était compliqué d'être pro. Et puis aussi, dans les statuts, il fallait au moins faire 15 matchs en Ligue 2 pour avoir son premier contrat pro, Manu. Denis, il y avait un contrat limité. Oui, à bout de 15, il fallait les faire. Tu avais le droit à ton contrat pro. Et des fois, tu en faisais 14. C'est ça, on fait 14 de la première année. Donc, c'est plus le cas maintenant, puisque maintenant, tu peux passer à 16 ans, 20 minutes à la télé et on te fait signer ton contrat. Voire même pas, Seb. Ouais. Seb, voire même pas. Ouais. Tu peux devenir pro sans avoir fait un match avec les pros. On est d'accord. On peut aller loin comme ça. Tu peux faire une carrière pro sans jouer en pro. Voilà, c'est ça. En fait, gères toi le côté mental ou psychologique avec des joueurs qui, justement, sont des joueurs qui sont plus dans un aspect individuel, quelque part, plutôt que dans un aspect collectif, puisque eux ils sont là pour être pros, ils sont pas là pour avoir une équipe qui joue peut-être bien au foot ou machin, ils sont là pour être pros. Comment tu gères ça? Nous, le contexte parisien, Denis le connaît, Manu, pour y avoir coaché il n'y a pas très longtemps aussi, on connaît, les mentalités ont beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les joueurs sont de plus en plus précoces, ils arrivent dans un vestiaire de plus en plus jeune et ça côtoie, on va dire, des statuts beaucoup plus tôt sans avoir rien prouvé encore. Donc, on se retrouve en fait avec un choc entre certains anciens et et la majorité des jeunes, parce qu'on a des jeunes en majorité. Le problème, c'est on tend de plus en plus à individualiser en fait le discours. Alors, même si le cadre, je mets un cadre plutôt global pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est un cadre à respecter pour tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus gérer, on peut plus faire, si tu veux, une globalité. On est plutôt du cas par cas parce qu'il y a la dimension sociale qui est importante.
Et moi, je pars du principe qu'il faut bien connaître ses joueurs avant de pouvoir commencer une saison. C'est-à-dire de connaître les problématiques extérieures. Cette année, par exemple, pour donner un petit exemple, j'ai découvert, par exemple, le côté difficile, socialement parlant, bien sûr, de certains joueurs. Donc, parfois, nous, on arrive après une journée de travail, on est un petit peu usé, on arrive sur le terrain, donc on a cette intensité qu'on a envie de mettre. Et en même temps, nous aussi, on est un peu tendu parce qu'on est un peu fatigué, puis il y a le contexte. Et puis, du coup, j'ai appris avec un peu d'expérience que des fois, il faut savoir lâcher un peu du lest. Mais par contre, sur la génération qui arrive, ils ont des agents à 17-18 ans. Moi, j'ai des joueurs qui ont fait à peine 46 minutes de temps de jeu. J'ai leurs agents qui m'appellent pour me demander est-ce que c'est possible d'avoir les vidéos de leurs matchs pour les proposer à des clubs pro. Mais des fois, j'hallucine. Donc, en fait, c'est une problématique. Ouais. Elle est aussi régionale, je dirais. Parce que sur Paris, c'est quelque chose qui est courant dans tous les clubs parisiens. Dans tous les clubs parisiens, ils sont sujets à des intérêts de clubs professionnels, ou français ou étrangers. Vas-y, Denis, je vois qu'il y a Denis Denis, il est prêt là. Je suis chaud bouillant. Oui, la grande difficulté, Imed, tu as raison, elle est énorme, elle est monstrueuse, d'avoir des différentes générations, différents points de vue, différentes mentalités, différentes cultures. Mais vraiment, le football était déjà comme ça. Manu était bien portugais et moi français, et avec un nom comme moi, Troche, c'est même pas français, je sais pas ce que c'est, mais peu importe, on s'entendait et c'est compliqué. La grande difficulté qui est aujourd'hui, pour moi, pour les entraîneurs, c'est de pouvoir transmettre un discours unique, identique pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde entende le même discours. Quand on est dans le vestiaire, tout le monde entend le même discours, tout le monde entend la même causerie, le même briefing de match. Mais qu'à l'intérieur de ça, chaque individu puisse penser que le discours est pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une acrobatie mentale, une gymnastique d'esprit qui doit être mise en place par l'entraîneur, qui doit avoir sur ce même discours touché individuellement tous les joueurs et les motiver d'une façon collégiale. C'est ça la grande difficulté. C'est de pouvoir trouver ce discours. C'est pas de sectoriser, lui, il faut que je lui dise ça, lui, il faut que je lui dise ça. Non, tout le monde doit entendre le discours. Quand je vous ai parlé tout à l'heure, tout à l'heure, je vous ai parlé de 11 contre 11. Est-ce que vous avez compris le message? Oui. Tout le monde a compris ce message. Parce qu'il est simple, accessible pour un jeune, pour un adulte, pour un joueur de football, pour un dirigeant, pour un entraîneur, parce que tout le monde entend ce discours plein de bon sens. Et donc, l'entraîneur, je pense qu'il doit agir là-dessus. C'est un levier extraordinaire sur lequel il n'a pas encore travaillé. Par exemple, là, depuis le début, je vais vous demander quelque chose. On a parlé peut-être pendant 1 heure. Je ne sais pas combien de temps, mais peut-être pas loin d'1 heure. Ouais, pendant 1 heure. Si je vous demande de retenir simplement une chose, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que je vous ai dit ou ce que j'ai pu transmettre? Imaginez simplement une chose, mais dans vos têtes. Vous vous rappelez d'une chose qui vous a sensibilisé. Ça y est, et vous ne changerez pas, vous pensez à un truc et vous restez dessus. Ça y est, vous avez pensé une situation, un mot, une phrase, une expression, quelque chose comme ça. Ça y est, c'est bon? Est-ce qu'il veut bien me dire à quoi il a pensé? Qui veut bien dire à quoi il a pensé? Moi, ce n'est pas forcément un mot, mais tu as répété plusieurs fois qu'il valait mieux penser aux choses positives, s'arrêter sur les choses positives, au lieu de sans arrêt ressasser le négatif. Ça m'a marqué. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont sensibilisé, que vous aviez en tête juste avant? C'est quoi? La métaphore sur le nombre. D'accord. 11 contre 13. D'accord. 9 contre 13. Philippe, moi, c'est penser le collectif, quoi. Le collectif pour toi. Ouais. Et toi, Philippe? J'ai dit positif, mais comme tout le monde l'a dit. Mais après, j'ai aussi le côté déjà avoir vécu la chose pour pouvoir l'aborder plus facilement, le fait de l'avoir déjà vécu. Quoi. Jérôme, tu as pensé à quelque chose? Moi, c'était le positif aussi, en fait. Vous voyez, il y a et à la fois quelque chose de commun, qui peut être le positif, mais il y a aussi des spécificités que chacun d'entre vous a pris pour lui. Il va pouvoir se resservir. Donc, votre discours doit être celui-ci. Sinon, c'est un discours qui est très conditionné. Donc, l'idée, c'est de donner une
un discours globalement qui serait plutôt sur le positif ou sur ce qui vous intéresse dans l'émotion que vous voulez mettre, et après cibler que tout le monde puisse s'y retrouver et trouver ses petits à l'intérieur d'un discours collégial. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. Et ça, c'est marrant, parce que ce que tu es en train de dire et ce que tout le monde est en train de retenir, moi personnellement, bon, vous savez que j'ai créé ce logiciel, là, Coach Adjoint, mais le cas, Imed il va confirmer, le cas des entretiens individuels. Quand tu parles à un joueur, que tu lui parles ouvertement, mais sans trace, toi, sans papier, sans rien. Tu lui parles, tu lui dis, bon, tu n'as pas été super cette année, mais bon, tu as fait ça, ça, mais tu n'as pas fait ça. Le joueur, il sort, il va voir ses copains, il dit, le coach, c'est un gros con, il me dit ça, 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 machin. Par contre, du coup, moi, quand j'avais créé mon outil, c'était pour qu'il y ait une trace, en fait, pour m'argumenter, pour m'aider et pour me confirmer et pour confirmer au joueur ce que je disais. Et donc, du coup, quand je faisais l'entretien, de lui montrer par A plus B ce que je disais et que je lui disais, tu vois, tout ça, ben, tous les autres, ils vont l'avoir aussi. Tu pars avec, tu vas y réfléchir. Le joueur, il n'allait pas voir ses copains en disant, ouais, le coach, il m'a dit, parce que là, il se disait, ouais, mais il a tout noté, tout est écrit. Et je ne peux pas dire des conneries parce qu'après, il peut me ramener tout. Donc, du coup, par ce biais-là, je réussissais justement à faire en sorte que ce que je voulais lui faire comprendre ou lui expliquer, il fallait que ça rentre dans la tête pour qu'il soit bien marqué que c'est bien ça et qu'il doit le travailler. Et je ne lui donnais pas d'autres astuces. Tu vois, mais c'est pour ça que j'avais créé cet outil. C'est pour ça qu'il m'aide. Je pense que si tu t'en sers un peu comme ça. Ouais, on en avait parlé. Jérôme aussi, je crois. Hein. Oui. Voilà, ça sert. C'est pour argumenter, en fait. C'est vraiment dans cette idée-là. Moi, c'était comme tout le monde a tous été coach. Mais c'est vraiment dans ce principe-là. Denis, je vais te donner, je vais essayer d'être succinct en donnant un exemple. On travaille les coups de pied arrêtés à l'entraînement, très souvent, partout. Et moi, j'ai souvent eu des joueurs, alors c'est chiant, c'est long, c'est à placer au niveau du tireur, des receveurs. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que les joueurs n'étaient pas toujours concentrés par rapport à la combinaison qui peut être faite ou demandée, à partir du moment où elle ne marche pas. Je m'explique. Quand je fais des spécifiques attaquants, où je demande des déplacements, moi, il faut que je leur montre, tu te rends compte, il faut que je leur montre ce déplacement-là avec l'efficacité. Si je ne leur montre pas, ils estiment que peut-être que ça ne sert à rien. C'est ça que j'ai du mal, tu vois. Alors, comment tu expliques ça? Il faut qu'il y ait la réussite. Ah oui, mais coach, belle volée, tu as réussi. Ah, mais il y a le visuel, là. Ouais, mais ce que je veux dire, si tu fais une combinaison, moi j'étais plus au deuxième poteau, à la ramasse, j'en ai marqué plein. Et les mecs, il n'y a pas un qui va aller là. Non, mais parce qu'il faut qu'ils voient, tu vois. Et pourtant, il y en a plein, Jérôme, en match en Ligue 1, il y en a plein des matchs, des carottes, il y en a plein qui mettent des buts comme ça. Et j'ai pas ça. Et le coach, qu'est-ce qu'il dit? Par contre, si moi je vais dans le jeu et je me mets et je marque, oh merde. Je vais te donner. Sébastien, je vais te donner un exemple et tu vas mieux comprendre. Ce n'est pas parce que nous, on montre, parce qu'on sait faire, parce qu'on a déjà fait, parce qu'on est plus expérimenté, parce qu'on n'a pas la pression du joueur, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui peuvent intervenir. Mais je vais dire autre chose. Je vais dire, par exemple, je vais prendre le cas d'un défenseur et tu vas bien comprendre le comportement. Tu es défenseur et malencontreusement, tu marques un but contre ton camp. D'accord? Tu vois dans ces cas-là que très souvent, alors ça ne veut pas dire dans 30% des cas, mais dans 10% des cas, le défenseur qui a marqué contre son camp est allé marquer un but à l'issue de la rencontre sur coup de pied arrêté. Oui, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que le joueur se dit « Putain, mais j'ai fait une connerie, il faut que je me rattrape ». Et donc, il va tout mettre en phase, tout mettre en place, et donc il sera 2 fois plus, 10 fois, 20 fois plus performant que s'il n'avait pas marqué contre son camp. Donc maintenant, il faut lui faire comprendre à tes attaquants, à tes défenseurs, à tes joueurs, quand ils montent sur coup de pied arrêté ou qu'ils frappent un coup de pied arrêté, eh bien, ils sont dans le même état d'esprit que celui-ci. Et aller rechercher cette force, cette puissance, cette hargne, cette détermination, cette volonté de marquer le but. Et quand tu y vas avec ça sur chaque coup de pied arrêté, c'est bien moins compliqué de marquer. Parce qu'ils y vont, ils disent « Ouais, c'est moi, c'est pas moi, oui. Ça dépend du tireur, du vent, du machin. » Et c'est jamais pour eux. Mais quand on est attaquant, on s'en fout du vent. Ce qu'on veut, c'est marquer. Et le défenseur, ce qu'il veut, c'est marquer aussi quand il a marqué contre son camp, il veut se racheter. Eh bien, c'est aller rechercher tout ce qu'il peut mettre là en place sur toutes les actions. Et c'est pas compliqué, ça ne demande pas d'énergie. Ça demande simplement une concentration sur lui pour pouvoir aller
faire ces choses-là. Et ça, on le fait. Et en plus, après, tu peux faire n'importe quoi. Les coups de pied arrêtés, tu peux faire n'importe quoi. Le mec, il va, quand il est au deuxième poteau, au troisième poteau, nous, on avait des corners au premier poteau. On mettait 6 joueurs au premier poteau. En nombre, 6, ça voulait dire que l'adversaire était obligé de mettre 7 joueurs. T'imagines, 13 joueurs sur une surface de 3 mètres carrés au premier poteau dans le but. Le gardien ne peut pas sortir. Donc, on avait simplement, il suffisait simplement de mettre un ballon haut et le joueur, les attaquants avaient juste la possibilité. Et on faisait ça et on est passé en Coupe d'Europe bien des tours comme ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est plus parce qu'on était convaincus qu'on était capable de marquer et que chacun d'entre nous avait cette possibilité. Mais si tu veux laisser gagner l'adversaire, tu peux, hein. Mais tu peux laisser gagner l'adversaire, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Il faut faire comprendre aux autres, aux joueurs. Si vous ne voulez pas marquer, les autres vont le faire à votre place. Hein. Exactement. Voilà. Donc, oui, de couper. Denis, juste par rapport à revenir à cette génération-là, une des constantes qu'on voit, par exemple, c'est sur la causerie. La causerie, à une certaine époque, elle était très longue. On a eu des coachs, nous, qui parlaient pendant 25 minutes, 30 minutes. Et avec ces générations-là, que moi j'ai, ou voilà, que nous, on peut avoir, c'est qu'ils ont une autonomie qui est très restreinte. C'est-à-dire que, par de la réflexion, je me suis rendu compte que en fait, c'est une génération qui est plus visuelle qu'auditive. Donc, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que je fais sur les causeries? Je mets un PowerPoint qui dure à peu près, il ne dépasse pas les 12 minutes. Quoi. Donc, ça, c'est très synthétisé pour aller très vite. Parce qu'on s'est rendu compte que vous avez des joueurs qui, au bout de 6-7 minutes, ils commencent déjà à décrocher. Ouais. Donc, est-ce que c'est une question qui elle est dépendante de la personnalité de chacun, du taux de concentration de chacun, ou est-ce qu'il n'y a pas des leviers pour justement concerner tout le monde de façon efficace sur une causerie, par exemple, d'avant-match? Alors, sur les causeries d'avant-match, on a plusieurs possibilités. Effectivement, c'est de plus en plus court. Et c'est logique. Aujourd'hui, les gamins, les jeunes surfent, zappent, bougent, sont sur leur ordinateur, les PlayStation. Sur les PlayStation et tout. Hein. Voilà. Ils sont là-dessus et ils sont beaucoup plus visuels par la force des choses. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est bien dans les causeries, c'est de toucher toutes les personnes de la salle. Mais il y en a qui sont aussi auditifs, qui préfèrent entendre, d'autres qui préfèrent ressentir. Et donc, il faut agir sur 3 canaux. Le canal auditif, le canal visuel et le canal kinesthésique. C'est-à-dire qu'il est bon de parler et d'écrire, donc parler pour ceux qui ont besoin d'entendre, d'écrire pour ceux qui ont besoin de voir les choses, et aussi de raconter des anecdotes pour ceux qui sont sur le ressenti. Le kinesthésique, c'est le ressenti, le toucher, les émotions. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur ces 3 canaux-là aussi pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des joueurs. L'ensemble des joueurs. Il ne faut jamais faire pour une partie des joueurs. Parce que sinon, tu vas laisser les autres de côté. Si tu fais trop court, les anciens, ils ont besoin de quelque chose d'autre. Ils ont besoin peut-être de plus d'informations, etc. Donc, tu dois rassasier tout le monde, mais sur un même discours. Je crois que le plus important, sur un problème de fond, là, c'est vraiment le fond. Sur le fond, j'espère qu'il va y avoir un changement de management. Changement de management, ça veut dire quoi? Actuellement, on a des entraîneurs qui transmettent des informations aux joueurs. Les joueurs retiennent 5 à 10% maximum de ce qu'on leur transmet quand on est entraîneur. Ces entraîneurs, donc, ils sont satisfaits à 5%, les joueurs. Ils s'en foutent du reste. L'entraîneur, il donne 120% de ce qu'il a. Ou 100%, il donne tout ce qu'il a, il donne tout. Et il n'est pas content parce que les autres n'écoutent pas forcément ou ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Donc, on a 2 niveaux des personnes, des managers ou des entraîneurs et des collaborateurs ou des joueurs qui sont insatisfaits. Alors que tout le monde est présent et il y en a un qui donne beaucoup. Moi, je dis qu'il faut inverser cette tendance. Et avec les jeunes, ils m'aident. Dans certains clubs, il est possible de le faire. C'est compliqué, mais c'est possible. Mais même avec les pros, hein, on tend vers ça. Hein, et c'est ce que je tends, moi. C'est-à-dire donner l'obligation, je dis bien l'obligation aux joueurs d'aller chercher l'information là où elle est. C'est-à-dire que si toi, tes joueurs,
et que dans ton club, tu as un coach adjoint, un préparateur physique, un préparateur mental, ou bien des dirigeants qui sont responsables d'entreprise. Le joueur se pose une question. La question, donc, elle est à 100% dans sa tête. Il n'a pas la réponse puisqu'il se la pose, la question. S'il va te voir, toi, Ahmed, et tu lui donnes la réponse, il aura 100% de la réponse à la question qu'il se pose. Donc, lui, il va avoir un superbe smiley. Il sera super content d'avoir la réponse. Et toi, est-ce que tu seras content d'avoir donné la réponse à la question qui t'a été posée? Oui. Donc, toi aussi, tu seras content. Et derrière ça, toi, tu vas aller rechercher quelque chose d'autre qui va venir. Si tu dis, ah putain, s'il vient frapper à ma porte, il faut que je sache autre chose. Donc, tu iras chercher d'autres connaissances que tu pourras transmettre. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de transmettre, de faire comprendre aux jeunes que s'ils veulent les plus belles réponses aux questions qui se posent, c'est qu'ils aillent chercher chez les anciens, chez ceux qui ont la connaissance. Mais pas forcément que l'entraîneur, ça peut être l'adjoint, ça peut être l'assistant, ça peut être le dirigeant, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'ils montent et qu'ils aillent chercher et qu'ils aillent piocher là où il faut aller chercher les réponses aux questions qu'on se pose. Il y a beaucoup de choses qu'on peut même travailler à l'entraînement. Moi, je me souviens j'avais une équipe qui, tout le monde a eu ce genre de cas, des joueurs qui, dès qu'ils perdaient le ballon ou dès qu'ils faisaient une erreur ou dès que le copain faisait une erreur, ils se dispersaient en faisant des gestes, oh, fait chier lui, machin. Ça, tout le monde l'a eu, ça. Et un jour, je me suis mis dans le rôle de comment faire pour gommer ce genre de petits détails des petits détails cumulés font que ça peut être une problématique. Et donc, j'ai fait un entraînement en mettant, je ne leur ai pas donné de consignes, j'ai fait un 3 contre 3, donc sur un petit terrain, 2 buts avec les gardiens. Donc, les joueurs ont fait le 3 contre 3 et j'ai laissé vraiment le petit tournoi se passer, des petits jeux. Et j'ai laissé, et c'est apparu ce qu'on voyait sur le terrain, comme ils voulaient gagner, parce que ce sont tous des gagneurs, ils faisaient des erreurs et puis ils faisaient tous, oh, fait chier, lui, fait chier. Et donc là, j'ai laissé faire, j'ai arrêté, et là, j'ai expliqué, j'ai dit, vous avez vu, lui, il a fait ça, il dit, oh, ça le fait chier, lui, il a dit ça, lui, il fait chier. Donc, on perdait beaucoup de temps. Donc après, je leur ai dit, maintenant, nouvelle règle, dès qu'il y en a un qui perd le ballon, dès qu'il y en a un qui fait une mauvaise passe, dès qu'il y en a un qui rate son contrôle, je le nomme, pendant 10 secondes, c'est pas grand-chose, pendant 10 secondes, je le nomme, il ne bouge plus. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, je n'ai pas dit plus de consignes, j'ai juste dit ça. En faisant ça, le joueur, dès qu'il perdait le ballon, que je le nommais, il s'arrêtait, et tu avais les deux autres, ils n'avaient pas le temps de lui dire fais chier, machin, puisqu'ils se retrouvaient en 3 contre 2. Donc, du coup, ils se concentraient à fond pour ne pas prendre le bouillon parce qu'ils étaient en infériorité. Et du coup, ceux qui étaient à 3 se retrouvaient à ne pas parler parce qu'ils se dépêchaient pour aller vite marquer comme ils étaient en supériorité. Donc, j'ai contrecarré une aptitude qui était chiante dans l'équipe. Et à la fin, donc, je leur ai dit, voilà ce qu'il faut retrouver en match. Donc, arrêtez de parler et comprenez que vous gagnez du temps et vous gagnerez plus dans le match si vous arrivez à faire ça. Mais c'est eux qui se sont trouvés le truc. Moi, je leur ai juste dit, voilà, t'as vu, vous ne l'avez plus fait. Ah, tu les as orientés. Voilà, c'est pour dire qu'on peut contrecarrer des choses, on peut peut-être guider, alors peut-être pas toujours. Mais sur ce que je disais, Ahmed, sur la concentration, ce n'est pas une question de jeunesse non plus. Hein. On peut être adulte et ancien et avoir des moments de concentration très limités ou très réduits. L'idée, c'est de donner la possibilité, parce que la concentration, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il est important de se dire, quand on va prendre un quart d'heure de concentration, pour certains, il va falloir qu'ils prennent un certain laps de temps qui va compenser et qu'ils puissent se régénérer. Et donc, il faut trouver ça. Pour certains, il y en a qui vont être concentrés pendant 40 minutes, d'autres pendant 30 secondes seulement. Donc, il va falloir trouver le temps, le fait de dire à certains, écoute, au bout de 30 minutes, ok, tu viens boire un coup sur le bord de touche, on discute 3 secondes, tu discutes avec lui pour lui libérer la tête. Et pour celui qui, par exemple, se déconcentre très rapidement, il faut qu'il ait cette capacité aussi de pouvoir, il faut lui donner la capacité de switcher de nouveau sur la concentration. Et il va prendre des temps de réflexion, ça sera sur les ballons qui seront perdus, en touche, en corner, où il n'est pas dans une situation de concentration totale. Donc, il faudra faire prendre conscience à toutes ces personnes-là qu'il y a des moments où on peut se régénérer. Et on ne peut pas toujours être concentré. Il faut accepter que les personnes… Par contre, il y a des endroits et des moments où tout le monde doit être en totale concentration. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais il y a des moments où tout le monde doit y être en même temps. Dans tous les cas, les gars, on est d'accord que ce sujet… Après, je te laisse, Manu. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ce sujet,
il est super intéressant, il pourrait durer très longtemps. Donc là, on avait dit 1 heure et quart, on va arriver à 1 heure et demie. Donc je pense on va laisser Manu dire ce qu'il voulait dire. Et après, on essaie de couper, quitte à ce que, avec Denis, on reprévoit une autre réunion, pourquoi pas, pour aborder autre chose. Le cas du burn-out chez les entraîneurs, ça peut être un bon sujet aussi. Le trop plein, l'entraîneur qui travaille et en plus fait du foot et en plus gère sa famille, tout ça. Donc tout ça, on l'a tous vécu. Donc je pense qu'il y a des sujets qui peuvent être super intéressants. Mais bon, on va essayer de ne pas rester 3 heures. Donc vas-y Manu. Je finis par une anecdote parce que j'ai eu Denis comme coach. Hein. Nos parcours se sont croisés, lui comme coach et moi comme joueur à l'Olympique de Charleville. On était en Détroit, groupe Est à l'époque. Et ça m'a fait penser à ça quand on a parlé de coups de pied arrêtés. Mais là, c'était des coups de pied arrêtés défensifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la saison, et je l'ai encore en mémoire, je le vois sourire déjà, et on prenait tout le temps des buts sur coups de pied arrêtés. Et Dieu sait si on les travaillait. Hein. Et lui, à un moment donné, il pourra confirmer, il nous a dit c'est fini, stop, on ne les travaille plus. Stop, on ne les travaille plus. Et curieusement, alors je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, curieusement, on en a beaucoup moins pris. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était dans nos têtes, à force de rabâcher, etc. Ouais, on est en danger sur ces situations-là, tout ça. Ouais. Il est arrivé un moment où c'était devenu un problème mental. Et je ne sais pas si ça en souvient, mais à partir de là, on a beaucoup moins pris de buts sur coup de pied arrêté. Voilà, c'était c'est travailler sur l'absurde. Et ça marche très bien. Travailler sur l'absurde, ça marche très bien. Par exemple, si on reprend certains cas, je me rappelle, j'ai pris une équipe aussi qui prenait des buts dans les 5 dernières minutes. Donc, je me suis dit comment faire. Donc, la première chose que j'ai pu faire, c'est que le mercredi, on avait un entraînement. Et j'ai fait donc un match contre une petite équipe locale. Et on fait cette équipe, notre équipe que j'allais reprendre, prenait des buts dans les 5 dernières minutes. Donc, et à 7 minutes de la fin du match, j'ai sorti un joueur de chez moi sans que personne ne voie. Et donc, on a fini la rencontre à 10 contre 11. Et donc, ça leur a donné la possibilité de se dire, mais putain, mais sur le terrain, déjà, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais ils ne savaient pas trop quoi, les joueurs. Et certains ont pris conscience qu'il manquait un joueur, mais ils n'ont pas eu le temps de le dire. Ça allait tellement vite qu'il fallait donc réagir. Et donc, on a fini ce match-là en ayant gagné 1-0, alors qu'à 10 contre 11. Et j'ai fait ça toutes les années après. Avant chaque championnat, j'ai sorti un joueur comme ça, de façon à ce qu'on puisse jouer en infériorité numérique dans des rencontres quand on jouait contre une équipe qui était un peu trop faible. Mais que personne ne le savait, même de chez moi. Sans que le sache. Ouais. Et j'ai fait donc l'année où, le même jour, la même semaine où on avait fait ces matchs amicaux où il y avait un joueur en moins, j'ai pris du Strapal et j'ai scotché l'horloge du club. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse horloge, Manu connaîtra à Charleville, il y a une grosse horloge. Et cette horloge-là, j'ai pris l'élastoplast ou du Strapal et j'ai scotché les trucs parce que je me dis, les 5 dernières minutes, les joueurs vont regarder l'horloge et là, ils vont voir. Et le matin du match, le samedi matin, le responsable du staff vient voir, il me dit, mais monsieur Troche, vous ne vous rendez pas compte, il y a des jeunes voyous qui ont scotché, qui ont cassé l'horloge du stade et tout. C'était moi qui avais scotché la truc pour éviter que les joueurs regardent l'horloge et puis ils se disent, il ne reste plus que 5 minutes. Donc ça veut dire qu'on peut casser tout ça. J'ai fait aussi, on mène 2-0, 2-1, pas 2-1, 2-0 à un match. À la mi-temps, j'ai dit, je rentre à la mi-temps, donc je jouais avec Le Havre en Ligue 1. Et à la mi-temps, je suis rentré au vestiaire parce que les joueurs j'avais pas donné un seul ballon dans la semaine. Il faut savoir que pendant une semaine, il n'y avait pas eu de ballon. Du tout. Alors, l'émeute. Hein. Et le jour du match, on fait le match et on mène 2-0 contre Metz. Et à la mi-temps, je rentre, je dis putain, mais les joueurs, ils couraient partout, dans tous les sens. Ils couraient dans tous les sens. Et puis à la mi-temps, je dis, mais on est mort. Deuxième mi-temps, on ne tiendra pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit aux joueurs? J'ai dit, voilà, les gars, c'est très simple. Et très sérieusement, j'ai dit, c'est simple, il faut qu'on reparte la deuxième mi-temps frais. Et pour être frais, je vois qu'une seule chose, c'est prendre une douche. Et donc, je me suis déshabillé, je suis allé sous la douche, j'ai pris ma douche et je me dis, ils vont tous venir, ces cons-là. Et personne n'est venu. Et pendant 12 minutes, j'ai pris la douche. J'ai pris la douche en Ligue 1. Et finalement, on joue le match et on gagne 2-1. Mais c'était simplement pour aller, je me dis, pour être frais, qu'est-ce qu'il faut faire pour être frais? On prend une douche. Et eux, je me suis dit, ils vont venir. Non, ils ne sont pas venus, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas venus. Pourquoi? Ils se sont regroupés en se disant, putain, mais il est fou, lui, on a un coach qui est complètement barjot, quoi. Mais au moins, ils se sont ligués contre quelqu'un pour un bon résultat. Et je crois que de temps en temps, si ça ne devient pas de la folie et de la bêtise humaine, on peut user et utiliser ce genre de comportement.
Donc les gars, si vous voyez des coachs sortir à la mi-temps, tout mouillé, c'est que c'est Denis qui est passé par là. Non, j'étais tout bon, tout Il ne faut pas rentrer à la mi-temps. En tous les cas, c'était vraiment super. Moi, je pense que ça a bien plu. Je vois bien les commentaires, tout ça. Donc, moi, je remercie Denis, je remercie Jérôme et puis l'équipe pour la présence, la participation. Et puis Denis, Merci, parce que Denis. voilà, on avait vraiment envie de t'avoir. Merci. Donc, j'espère que tout le monde est bien content de ce qui s'est passé. Ah, merci. Merci beaucoup, Denis. Merci à Ouais, vous. merci Denis. C'est sympa. Merci Denis. Merci Jérôme. Bon courage. Merci. Super Merci sympa. à tous ceux qui nous ont suivis, tous les Bon courage. commentaires. N'hésitez pas à partager, donc je prévois pour les autres émissions. Le prochain, c'est Oswald Tanchot, donc l'ancien entraîneur du Havre Ligue 2. Le mercredi, ça sera Franck Rizzetto, l'adjoint donc de Montpellier, donc d'Erzakarian. Le vendredi, ça sera Christophe Gamel, qui a été sélectionneur avec les îles Fidji. Et derrière, il y a Luis Satora, qui est entraîneur aux États-Unis, qui était un joueur, le capitaine de Sedan à l'époque, en Ligue 1, Ligue 2. Et il y aura Sandy Guichard, le préparateur physique de Monaco aussi, qui sera là. Donc du beau monde, donc n'hésitez pas à partager à tous vos amis. Le but, c'est que ça progresse et que ça continue. L'échange reste ce qu'il est, c'est-à-dire entre coachs. Et voilà, on n'est pas des journalistes, on est là pour parler de football, de notre passion, et de prendre plaisir à s'écouter et à transmettre. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci Denis, merci Jérôme, Merci, merci à Denis. tout le monde. Ciao, merde. Ciao, Jérôme. Salut, Ciao, Pépite. ciao les gars. Allez, Pépite.